La Nouvelle-Calédonie est découpée en plus de 33 communes, en 3 collectivités appelées provinces. La province sud, la province nord, la province des îles Loyauté. Un découpage aujourd'hui naturellement admis par tous les Calédoniens, qui est pourtant le fruit d'un long cheminement politique et historique. De fait, ce découpage issu des accords de Matignon ou d'Ino de 1988 a été le geste fondateur qui a permis le retour de la paix civile et au rééquilibrage des forces en présence. Et il faut bien en convenir, ce socle provincial présente aujourd'hui encore bien des intérêts. Avant d'évoquer ses avantages, penchons-nous tout d'abord sur les 30 années écoulées. Il faut savoir tirer les enseignements du passé. Sur les 30 années écoulées, on distingue 2 périodes. L'accord de Matignon a prévu, avec la provincialisation, la dévolution de toutes les compétences générales de droit commun, on va dire, aux provinces, et en ne laissant à la Nouvelle-Calédonie que les compétences résiduelles. En gros, tout ce qui n'était pas, et c'était large, compétences de chaque province, restait compétence de la Nouvelle-Calédonie, bien sûr, mis à part les compétences régaliennes qui restaient à l'État. Alors on s'est retrouvé avec des provinces fortes et une Nouvelle-Calédonie faible. Et ça a bien duré et bien fonctionné jusqu'en 1999. Et ça a bien fonctionné comme ça. Tout le monde a constaté que cette période a été bien sûr la période du retour à la paix, mais en même temps la période d'un développement économique harmonieux, etc. Donc ça a bien fonctionné. Les choses se sont dégradées avec l'accord de Nouméa. Petit à petit, l'État, pendant la période de l'accord de Nouméa, a transféré beaucoup de compétences. Je pense par exemple en particulier à peut-être celle qui est la plus importante, celle en matière d'enseignement. Il les a transférées à la Nouvelle-Calédonie et du coup, eh bien, on s'est retrouvé avec des compétences de la Nouvelle-Calédonie qui se sont accrues alors que celles des provinces, elles, n'ont pas été touchées. Et en même temps qu'on a accru les compétences de la Nouvelle-Calédonie au détriment dans un rapport relatif avec celles des provinces, en même temps, on a créé un exécutif de la Nouvelle-Calédonie qui cessait d'être un territoire d'outre-mer pour devenir ce qu'on appelle une collectivité sui generis, eh bien on a créé un exécutif qui s'appelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Mais ce gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il a pour particularité, lui, d'être ce que Michel Rocard avait appelé un OJNI, c'est-à-dire un objet juridique non identifié. Faire fonctionner un gouvernement pluraliste, élu à la proportionnelle, qui doit vivre dans la collégialité en permanence par la recherche de consensus pour aboutir à des décisions, c'est quelque chose de très difficile. C'était déjà en quelque sorte presque de la science-fiction d'imaginer que ça puisse fonctionner. Et on a vu récemment qu'on est resté plus de 5 mois sans président parce que ceux qui avaient réussi par leur démission à faire chuter le gouvernement Santa, ce qu'on appelle le 16e gouvernement, ont mis des mois et des mois pour s'entendre sur le président. C'est certainement un des éléments les plus pervers de ce système de fonctionnement du gouvernement. Et on s'aperçoit finalement que ce gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, c'est le maillon faible du dispositif issu de l'accord de Nouméa et que finalement, ça a bouleversé tous les équilibres qui avaient été acquis pendant la première période de la provincialisation, c'est-à-dire celle des 10 années qui ont suivi l'accord de Matignon. Quand on tire les leçons de ce fonctionnement institutionnel sur les 30 années écoulées, on aboutit à la conclusion que le système à prééminence provinciale a fait ses preuves. Tandis que les institutions de la Nouvelle-Calédonie avec son gouvernement fonctionnent mal, avec des conséquences qui peuvent être graves pour les Calédoniens, il semble donc logique de revenir à quelque chose qui fonctionne bien.